Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être présents, fidèles pour certains à nos conférences du jeudi et à notre cycle sur ces solutions environnement que l'on essaye de soulever au fur et à mesure de nos conférences. Alors ce soir, on va vous emmener en quelque sorte un peu en balade dans les contreforts vosgiens. Certains d'entre vous connaissent sur le site de la commune d'Aubure. Il y a un autre site qui s'appelle le String Bar, c'est écrit ici. Et sur ce site est implanté depuis 1986, si je ne me trompe pas, un observatoire. Mais un observatoire, ce n'est pas un observatoire pour regarder les étoiles, c'est un observatoire pour plutôt regarder ce qui se passe sur notre belle planète Terre. Une sentinelle nous permettant donc l'étude environnementale locale, mais à long terme. On va, grâce à cet observatoire, étudier et surveiller ce qui se passe dans les milieux naturels, leurs modifications au cours du temps, modifications à la fois naturelles, mais aussi anthropiques. Donc c'est pour cela que cet observatoire s'appelle l'Observatoire hydrogéochimique de l'environnement. Et cet observatoire relaie plusieurs équipes qui vont travailler dans différents domaines, dans le but finalement de répondre aux grands enjeux environnementaux actuels. On va s'intéresser à la préservation des sols, de l'eau, de nos forêts, et on va, on l'espère, pouvoir en conclure plein d'axes pour notre futur et pour préserver cette nature qui nous est chère. Et ce soir, on a la chance d'avoir parmi nous la responsable de cet observatoire, qui est donc géochimiste, et qui, à Aubure, fait partie aussi de l'Institut Terre et Environnement, qui dépend de l'École et Observatoire des sciences de la Terre, qui dépend aussi de l'Université de Strasbourg. Il y a plein de monde qui travaille sur le site d'Aubure, le CNRS, l'INGES, ou son équivalent, ça s'appelle encore comme ça, oui, voilà, et qui on va en savoir un peu plus, je ne vais pas être plus long. Notre invité va vous raconter tout cela. Et j'espère qu'à la suite de son intervention, vous aurez, comme de coutume, des interventions et des questions. Voilà, bonne soirée, merci. Eh bien, merci beaucoup. En fait, tout est dit, c'est bon. Donc, mesdames et messieurs, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Je voudrais remercier le Jardin des Sciences qui a organisé ce cycle de conférences et qui me permet donc de vous présenter effectivement l'histoire, le fonctionnement et quelques données obtenues sur l'Observatoire hydrogéochimique de l'environnement. Et j'espère vous montrer en quoi l'OHGE, cet observatoire, est une sentinelle environnementale des écosystèmes de moyenne montagne. Et ce, effectivement, depuis plus de 35 ans. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est un observatoire de l'environnement, pourquoi, finalement ? Parce que ça, vous le savez probablement, il y a des observatoires de la sismicité pour prévenir les tremblements de terre, ou en tout cas les comprendre, des observatoires des glissements de terrain, des observatoires de volcanologie. Donc là, il y a la notion de risque. Et finalement, un observatoire de l'environnement, qu'est-ce que ça vient faire là? Alors, je vais vous présenter cet objet. Alors, je vais même vous le faire passer. Donc ça, c'est une artiste en fait qui travaille avec ça. Et quand je l'ai vue travailler avec cet objet, et, je vais vous dire après ce que c'est, ça m'a tout de suite fait penser aux fossiles. Alors cet objet, c'est une... voilà, je vous le donne. En fait, c'est une succession. Alors c'est un objet qui n'est pas un objet naturel, qui provient des murs. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça peut être. Comme ça, elle fait un travail artistique avec cet objet. Donc si on regarde, il y a plusieurs couches. Et en fait, figurez-vous que cet objet, en fait, ça tombe des murs, c'est des tags. Et en fait, les murs sur lesquels il y a des tags, les taggeurs, ils reviennent plusieurs fois. Et donc, il y a toute une histoire des tags. Et donc là, si vous regardez, on va la faire circuler, il y a au moins 5 ou 6 épaisseurs. Et si on les décroche, on se rend compte qu'il y a un autre dessin, une autre histoire. Et finalement, ça, c'est un peu comme des couches d'époque géologique, si vous voulez. Sauf que là, on n'est plus dans quelque chose qui est naturel, mais là, on est dans quelque chose qui est humain. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de faire, résonner en vous. C'est cette notion de... On a des enregistrements naturels, mais on a aussi, depuis que l'humain se développe, des enregistrements liés à l'activité humaine.
Alors, ces enregistrements, donc là, vous voyez, avant, sur la droite, vous avez des fossiles qui proviennent de l'époque jurassique, donc voilà, 150 à 200 millions d'années. Donc on peut reconnaître par exemple des ammonites, c'est les fossiles en rond, qu'on retrouve dans des niveaux d'ardoise. Et ça, c'est ça qui nous permet, si vous voulez, de dater une époque géologique. Et l'homme, dans ces époques géologiques, il est apparu assez tardivement. On va dire que l'homme moderne, il est apparu en même temps que la dernière époque dans laquelle nous sommes, dans l'ère géologique qui s'appelle l'Holocène, qui a démarré à peu près il y a 12 000 ans après la dernière déglaciation. Et cet homme moderne, pendant 6 000 ans, il a été principalement chasseur-cueilleur. Et puis ensuite, il a commencé à se sédentariser. Et en se sédentarisant, s'est développé l'agriculture et l'élevage. Et depuis, l'histoire, on la connaît. Hein, l'homme s'est développé, l'activité humaine s'est développée, s'est amplifiée. Et puis, on est arrivé à une époque d'hommes ultra connectés. Donc cet homme, il est dans l'Holocène. Et cet homme, il a généré des activités. Donc, en générant des activités, l'homme, il modifie son environnement. Donc, dans ces modifications, il y a des choses quand même très, très fortes, puisque l'homme, il est capable de modifier les paysages, de modifier les cours d'eau, de modifier même la chimie de ces cours d'eau, mais la chimie de l'océan, la chimie de l'atmosphère et le climat. Et ça, c'est des choses qui, normalement, se font avec des forces géologiques puissantes. Et l'humain, lui, il arrive à modifier tout ça. Et donc, des scientifiques se sont dit, en fait, l'homme, c'est tellement devenu une force géologique qu'on n'est plus dans l'Holocène, en fait, on est dans une nouvelle époque, et cette époque, on l'a appelée Anthropocène, ou parfois on peut aussi l'appeler Capitalocène. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, dans je ne sais pas, 100 000 ans, 50 000 ans, qu'est-ce qu'on va retrouver comme fossile? On ne va pas retrouver des coquilles qui étaient dans les océans, on va retrouver des produits qui sont issus de l'activité humaine. Donc ce ne seront plus des fossiles naturels, ce sont des fossiles anthropiques, et donc c'est cette idée-là qui a derrière cette notion d'anthropocène. Voilà. Donc l'anthropocène, c'est un concept qui est assez récent, qui a été émis par des scientifiques et qui est maintenant reconnu, notamment en sciences de la Terre. Donc les sociétés de stratigraphie, donc les sociétés qui décident et qui réfléchissent sur les âges des époques, ont reconnu cette époque-là. Donc on parle d'anthropocène ou parfois de capitalocène. Et alors, donc, voilà, la modification de l'humain sur le milieu naturel, elle existe. Elle a été observée et parallèlement à ça, en même temps que l'homme y modifiait son environnement, il y a quand même eu des penseurs et des institutions qui se sont dit, mince quand même, ces impacts de l'environnement, enfin de l'humain sur l'environnement, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi y réfléchir? Donc il y a les premiers penseurs, alors on pense par exemple à Henri David Thoreau, peut-être que vous connaissez, au milieu du 19e siècle, qui a déjà commencé à réfléchir sur ces impacts-là. Et au niveau des, on va dire, des structures des collectivités ou des structures, on va dire, gouvernementales, il y a déjà eu, il y a 50 ans, donc ce n'était pas hier, il y a 50 ans, en 1972, une première conférence des Nations Unies qui s'appelait la conférence de Stockholm, qui avait pour objectif justement de réfléchir à ces problèmes de conservation, de pollution et de dégradation de l'environnement. Donc vous voyez que ce n'est pas récent. Alors cette conférence, elle a permis d'émettre 26 principes, dont des principes déjà de droit, parce qu'on parle beaucoup du droit de l'environnement, mais il y avait déjà cette notion du droit de l'homme, du droit des ressources, mais aussi du droit de la faune et du droit de la flore. C'est-à-dire qu'est-ce que l'environnement, les rivières, la biodiversité peuvent avoir des droits. Et parmi une des conséquences aussi de ça, ça a été l'émergence de clubs, dont ce qu'on appelait le Club de Rome, qui a publié un rapport connu aussi sous le terme de rapport Meadow, donc on en parle pas mal parce que justement il a 50 ans, et qui réfléchit aux limites de la croissance et qui dit en fait cette croissance, il y a un moment où il faudra quand même qu'elle s'arrête parce qu'on est quand même sur un monde fini. Voilà. Et en fait, un des objectifs de cette conférence, et vous allez voir pourquoi j'en parle, c'était aussi parce qu'au cours de cette conférence, Stockholm et la Suède accusaient, et c'était la raison de cette conférence, la Grande-Bretagne de pollution. Parce qu'en fait, la Grande-Bretagne, vous savez que c'est là qu'il y a eu le grand développement de l'industrie, de la révolution industrielle. La Grande-Bretagne brûlait énormément d'énergie fossile, elle émettait des polluants dans l'atmosphère, et c'est ces polluants qui, sous forme de pluie acide, endommageaient les forêts suédoises. Et donc la Suède a dit, maintenant il faut faire quelque chose.
Et donc, c'était le phénomène des pluies acides que probablement certains d'entre vous connaissent. Voilà, alors les pluies acides, donc j'ai juste remis vite fait ce petit schéma, c'est quoi? C'est que quand on brûle des énergies fossiles, on rejette des polluants sous forme de gaz, des oxydes de soufre et des oxydes d'azote, et ça, une fois dans l'atmosphère et une fois en phase aqueuse, ça se transforme en acide sulfurique et en acide nitrique, qui sont des acides forts, et qui produisent alors de l'acidité, des sulfates et des nitrates. Et la conséquence de ça, c'est que une fois qu'on rejette dans l'atmosphère, ça ne part pas dans l'espace, hein. Notre système, il est fermé, donc ça se promène, ça reste dans l'atmosphère, et après, ça finit par retomber dans les écosystèmes sous forme de pluies acides. Et ces pluies acides, elles ont un certain nombre de conséquences. Donc, elles acidifient les rivières, elles acidifient les sols, et en acidifiant les sols, elles lessivent les sols, notamment en nutriments. Et avec cette baisse de fertilité, ça entraîne des carences nutritives dans les arbres, et donc des problèmes de dépérissement forestier. Et ces pluies acides, les conséquences de ces pluies acides, c'était des dépérissements forestiers dans les pays du Nord, par exemple la Finlande, la Suède, la Norvège, et également dans le nord-est des États-Unis, dans le Canada et en Europe du Nord, et aussi plus localement dans les Vosges. Donc là, vous avez quelques images de forêts suédoises dans les années 80, mais là, vous voyez que c'est des photos qui ont été prises à Auburn, justement, là, récemment, et vous voyez qu'on voit toujours ces problèmes de jaunissement. Donc en fait, même si, et vous allez le voir, les phénomènes des pluies acides ont diminué, il y a encore ces problèmes d'acidification. Donc comment ça marche? On lessive les sols, comme je vous le disais, les acides vont lessiver les sols, il y a des pertes en nutriments, des carences nutritives qui s'installent, notamment des carences en calcium et en magnésium, et le magnésium est impliqué dans la photosynthèse, dans la synthèse des chloroplastes et donc dans la photosynthèse. Donc quand il y a des carences nutritives en magnésium, il y a des problèmes de jaunissement des feuilles, mais qui peuvent aller jusque la mort des arbres. Donc ça a été observé dans les forêts vosgiennes. Donc localement, il y a eu des prises de conscience. Et donc dans les années 80-90, ces prises de conscience au niveau européen se sont traduites par des programmes de recherche qui ont été développés pour essayer de mieux comprendre l'effet des pluies acides sur le milieu naturel, notamment un programme qui s'appelait DEFORPA à l'époque. Et dans le cadre de ce programme, des Strasbourgeois ont décidé de répondre à cet appel, à ce programme et de proposer tout un développement d'un observatoire dans les Vosges. Et cet observatoire, après donc un consortium de chercheurs a réfléchi, s'est promené pendant plusieurs mois avec les élus dans les Vosges. Et donc le choix s'est porté sur la commune d'Auburn. Donc la commune d'Auburn, elle est au-dessus de Ribeauvillé pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est une petite commune de montagne, c'est le plus haut village de la région Grand Est. Et donc sur cette commune, il y avait tout qui était réuni pour développer, pour mettre en place un observatoire, notamment des collectivités qui étaient favorables au projet et, on va dire, un environnement naturel avec des forêts, des rivières, une géologie relativement homogène. Donc, il y avait tous les paramètres qui étaient réunis pour développer un observatoire. Et cet observatoire, donc, il s'est mis en place en 85, enfin, il a été choisi en 85 et il a été, on va dire, labellisé en 86, notamment par le programme DEFORPA. Voilà, avec un certain nombre de collaborateurs de Strasbourg et l'INRAE de Nancy. Voilà, donc cet observatoire, voilà à quoi il ressemble. Donc là, vous avez les limites de ce qu'on appelle un bassin versant. Donc c'est là où on va faire notre étude. Alors un bassin versant, c'est quoi? C'est un endroit où toutes les gouttes d'eau qui tombent vont finir par se retrouver dans la rivière, ici, au niveau de ce qu'on appelle un exutoire. Voilà. Donc toutes les gouttes d'eau qui passent à l'intérieur de la surface colorée, elles vont finir par se retrouver dans les rivières et sortir ici au niveau de cet exutoire. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'équipements. Le site fait à peu près 80 hectares. Il est suivi depuis 1986. Et donc il a plusieurs vocations. Donc évidemment, au départ, la recherche sur les pluies acides. C'est devenu un observatoire, une sentinelle des zones de montagne. Les données qui sont acquises sont mises à disposition du public, des collectivités, des chercheurs. Mais la structure elle-même, l'observatoire, sert aussi de support pour le développement de recherche scientifique. Donc, par exemple, quand des équipes veulent tester des nouveaux traceurs ou des nouvelles méthodologies ou de nouveaux outils, ils peuvent venir travailler chez nous. Nous-mêmes, à Strasbourg, nous avons nos propres thématiques de recherche aussi. C'est également un outil de formation et de diffusion scientifique. Et puis, on a développé toute une politique aussi d'archivage et de conservation d'échantillons naturels, des eaux, des sols, des végétaux, etc. Voilà. Alors,
comme je vous le disais, au départ, c'était la problématique des pluies acides. Maintenant, c'est un peu plus ouvert. Donc, on travaille plus globalement sur la question et les enjeux de la préservation de la ressource en eau et sur la préservation des forêts et des sols dans ces environnements de moyenne montagne, parce que justement, dans les zones de moyenne montagne, l'eau et les forêts sont des ressources importantes, économiques, mais aussi pour le développement de la vie, puisque si les sources, si avec le changement climatique, par exemple, pour aller dans le concret, il y a des problèmes de pérennité des sources, ben, c'est aussi le problème de la pérennité des habitats et donc des villages dans ces zones. Donc c'est extrêmement important de pouvoir suivre ces questionnements. Voilà. Et donc cet observatoire, comment il fonctionne? Donc c'est une structure qui est labellisée par le CNRS et notamment par le département INSU du CNRS. On travaille également évidemment avec l'université, etc. C'est une référence des zones de moyenne montagne et c'est maintenant, on lui donne un autre terme, c'est un nouveau terme. On dit que c'est un observatoire de la zone critique. Alors ça veut dire quoi la zone critique? Alors la zone critique, c'est un terme qui est venu de nos collègues anglo-saxons. Et cette zone critique, c'est quoi? C'est quand on étudie tous les compartiments qui sont compris entre le haut de la canopée et le bas de l'aquifère. Donc c'est toute cette zone-là. Alors cette zone-là, si vous voulez, c'est rien du tout. Si on prend la Terre, le rayon de la Terre, c'est à peu près 6004-6005 km. Et on vit sur quoi? On vit sur quelques mètres. Allez, on va dire 1 km. Vous voyez, c'est là qu'on va chercher l'eau, etc. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle critique, parce que cette zone dans laquelle on vit, elle est très fine à la surface de la Terre. Donc elle est critique parce qu'elle est fine, mais elle est critique aussi parce qu'elle est essentielle. Parce que finalement, certes, cette couche, elle est fine, mais c'est là qu'on trouve tout. C'est là qu'on trouve l'air qu'on respire, les aliments qu'on mange, c'est là qu'on développe les villes, les activités, qu'on développe les transports, etc. Donc c'est vraiment l'espace où on habite et où on vit. Et elle est critique, pourquoi aussi? Parce qu'elle est soumise à de nombreuses perturbations, ça on l'a vu, tous les problèmes d'impact de l'activité humaine sur ces fonctionnements, sur les eaux, sur les sols, sur l'atmosphère, sur le climat, etc. Et puis elle est critique, comme je vous le disais, parce qu'elle est fine, mais aussi parce qu'elle est unique. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas de plan B. Et la Terre, ce n'est pas comme l'univers, ce n'est pas en expansion. Donc elle est limitée, on la connaît, on sait exactement quelle surface elle représente, et elle ne va pas grossir dans les prochains temps. Et donc, ces observatoires de la zone critique, donc nous, le Strengbar, l'OAGE, on est un observatoire de la zone critique en zone de montagne, mais on est inséré dans des réseaux d'observatoires qui couvrent l'ensemble de la variabilité, de la diversité des écosystèmes. Donc là, j'ai représenté tous les sites du réseau des zones critiques françaises, et là, vous avez une carte de toutes les zones critiques européennes. Voilà. Donc vous voyez qu'on travaille en réseau et que sont représentés à peu près tous les écosystèmes qui existent à la surface de la Terre. Et enfin, ce terme de zone critique, c'était au départ un terme des géosciences, mais ce terme, il a maintenant dépassé le terme de la géoscience pour aller, c'est un terme maintenant qui est utilisé dans les sciences politiques, dans les sciences sociologiques, dans les sciences artistiques, qui inspire beaucoup les arts et les artistes, et qui permet aussi, nous, scientifiques, de collaborer et de réfléchir à ces notions-là. Voilà, donc l'observatoire de la zone critique du Strengbar à Aubure, c'est, comme je vous le disais, un support de recherche. Donc on accueille des projets divers, donc des projets à la fois pluridisciplinaires. Alors tout simplement parce que quand on travaille sur le milieu naturel, il faut pouvoir avoir toutes les disciplines qui sont là. Donc ça va de l'écologie, de l'hydrologie, de la microbiologie, de la géophysique, des mathématiques, de la modélisation, mais aussi des sciences sociales, de la philosophie, de la sociologie, etc. Et puis, ce sont des projets qui vont s'intéresser à différentes échelles. Donc si on prend par exemple l'échelle spatiale, on va pouvoir essayer de comprendre comment le système fonctionne à l'échelle du bassin versant, mais il faut aussi qu'on comprenne des processus qui sont à toute petite échelle, par exemple à la surface des minéraux ou même à l'échelle atomique. Et pareil, dans l'échelle des temps, on va travailler sur des processus qui sont très 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 rapides. Par exemple, les processus de microbiologie avec les bactéries sont des processus très rapides, alors que par exemple les processus d'érosion qui modèlent les paysages, là on est sur des temps longs, des temps millénaires.
Voilà. Et ce qui est très important aussi à savoir, c'est que, donc je vous disais, c'est un travail qui est pluridisciplinaire, mais c'est aussi un travail d'équipe. Donc quand on va travailler sur le terrain, on est toujours plusieurs. Et c'est un travail dans lequel il y a une multitude de métiers. Parce que c'est vrai, quand on parle de la science, on voit les chercheurs. Mais en fait, pour faire fonctionner ces observatoires et ces projets, eh bien, il y a plein de métiers. Il y a des métiers administratifs, il y a des métiers techniques, il y a des métiers d'ingénieurs, il y a des métiers scientifiques. Et puis évidemment, il y a tous les stagiaires, des stagiaires du bac professionnel jusqu'à la thèse de doctorat. Voilà. Et donc, c'est du travail de terrain par tous les temps. Donc ça, c'est important de le dire aussi, parce que nous, ça fait 35 ans qu'on étudie le site, mais on l'étudie l'été, l'hiver. L'hiver, on fait tout à pied, avec des luges, c'est lourd. Voilà. Donc c'est un travail un peu sportif et un peu physique, mais on travaille toute l'année. Et très important aussi, c'est un travail de femmes et d'hommes. Et si vous regardez bien les photos, vous verrez qu'il y a beaucoup de femmes. Et dans l'observatoire, on est vraiment dans la parité. Et les femmes vont sur le terrain, les femmes portent le matériel, les femmes font de la géophysique, font de la physique, etc. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont importantes à souligner. Voilà. Et puis on fait de l'animation grand public, alors notamment avec le Jardin des Sciences d'ailleurs. Donc on organise des conférences, des activités, etc. Soit nous sommes les initiateurs, soit en partenariat avec les collectivités locales, par exemple. Et puis, on a aussi des collaborations sur des projets artistiques. Donc là, par exemple, c'était une exposition qui a choisi d'utiliser le bassin versant du Schrengbach comme référence des observatoires de la zone critique. Et donc, il y a eu tout un espace qui a été dédié à l'observatoire du Schrengbach dans l'exposition du même nom, qui s'appelait Critical Zone, au Musée des Arts et Métiers de Karlsruhe. Et puis, à l'heure actuelle, il y a un projet Art-Sciences Citoyen Société qui est développé depuis déjà plus d'une année, notamment avec le Jardin des Sciences, mais aussi avec les collectivités locales, avec différents volets, dont une résidence d'artistes, un volet d'éducation, un volet de recherche participative et puis un volet de description des territoires. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu un peu qu'est-ce que c'est que un observatoire de l'environnement, pourquoi on étudie l'environnement, maintenant au niveau localement sur le Schrengbach, qu'est-ce que ces données nous permettent d'observer? Est-ce qu'on voit des tendances et quels sont les paramètres qu'on suit? Alors, donc, le site, donc je vous ai remis une carte, donc là, vous reconnaissez un peu la forme. Donc, c'est un bassin versant qui est petit, 80 hectares, qui est principalement forestier. Donc, les deux espèces d'arbres qui sont sur le site, ce sont des épicéas et des hêtres. Donc, ce sont des forêts plantées, ce n'est pas des forêts naturelles. D'ailleurs, il n'y a aucune forêt naturelle en France. Il n'y a pas d'activité humaine directe, hormis, évidemment, les dépôts polluants provenant de l'atmosphère, l'impact global du changement climatique, et puis aussi la sylviculture, parce que même si on se dit la forêt c'est naturel, mais les forêts sont des forêts qui sont utilisées, qui sont plantées et qui sont exploitées. Voilà, donc on va voir d'ailleurs en quoi ça peut avoir des impacts. Donc quand on a un site comme celui-ci, vous voyez, on a la surface qui est bien définie, et finalement, cette surface, ça peut agir comme une boîte. Et puisqu'on a bien défini la surface, qu'on sait ce qui sort, on peut regarder ce qui rentre et on peut faire des bilans. Donc c'est exactement ce qu'on fait. Donc on peut regarder ce qui rentre. Alors ce qui rentre dans le site, c'est tous les paramètres évidemment météo, température, humidité, vent, rayonnement solaire. Et puis il y a les pluies. Donc les pluies, c'est les choses qu'on surveille et qu'on suit en continu. Donc on va regarder les pluies, la quantité de pluie qui arrive, sauf que je vous le disais, il y a des forêts. Donc quand il y a des forêts, finalement la quantité de pluie qui arrive sous les forêts, ce n'est pas du tout la même chose que la quantité de pluie qui arrive hors couvert. Et en plus, la quantité n'est pas la même, mais la composition chimique n'a rien à voir non plus. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a des équipements comme ça qui existent, et ce n'est pas les mêmes. Et donc on suit ce qui arrive, donc les entrées hors couvert, sous les épicéas et sous les hêtres. Et puis, on va pouvoir aussi regarder ce qui sort. Alors, ce qui sort, c'est quoi? C'est ce qui sort du ruisseau principal. Donc là, vous avez la station du ruisseau principal. Et puis, il y a différentes autres stations qu'on va suivre. Et notamment, sur le site, il y a un collecteur de sources avec 4 sources captées qui servent d'alimentation en eau potable pour le village. Et donc, ça, c'est des choses qu'on suit.
Donc, si on regarde le cas justement des pluies acides, alors comme je vous disais, il y a eu quand même des conférences qui ont été des conférences internationales qui ont discuté et qui ont échangé sur cette question des pluies acides, et donc il y a des lois qui ont été promulguées pour limiter les émissions. Donc là, vous voyez, par exemple, vous avez depuis la fin du dernier siècle l'augmentation des émissions d'oxyde de soufre et puis la promulgation des lois pour diminuer ces émissions. Et donc, vous voyez que là, il y a une diminution claire depuis à peu près les années 80. Donc ça, c'est les données mondiales et ça, c'est les données françaises. Donc, on voit effectivement qu'il y a clairement une diminution de ces émissions. Alors là, c'est une autre illustration du même phénomène. Donc là, vous avez la répartition des dépôts acides dans les années, pendant l'année 1980 et pendant l'année 2010. Donc vous voyez clairement une diminution de ce qu'on appelle les charges critiques, c'est-à-dire ce qui arrive au sol en termes d'acidité. Et quand on regarde ça, on se dit, à Aubure, qui est quand même un village éloigné de toute source de pollution, un petit peu en altitude, est-ce qu'à Aubure, on a aussi observé quelque chose? Eh bien, voilà ce qu'on a observé. Donc là, je vous ai remis les trois types de pluies qu'on suit, donc sous les hêtres, sous les épicéas et hors couvert. Donc là, vous les voyez avec les mêmes codes couleurs. Donc en bleu, c'est les pluies, en rouge, c'est sous les hêtres, et en vert, c'est sous les épicéas. Et vous voyez que pour ces trois paramètres, on observe une augmentation du pH. Une augmentation du pH, ça veut dire une diminution de l'acidité. Donc on a effectivement observé une diminution de l'acidité à Aubure qui est reliée tout simplement à la baisse des émissions anthropiques. Et on a fait des petites projections, et si les émissions continuent de diminuer, on devrait retrouver un pH, donc une acidité de la pluie pré-industrielle dans les années 2030-2035. L'autre chose qui est intéressante, c'est si on regarde la courbe verte et la courbe rouge, vous voyez que la courbe verte qui représente les pluies qui arrivent sous les épicéas est en dessous de la courbe rouge. Si elle est en dessous, ça veut dire que c'est plus acide. Et non seulement c'est plus acide, mais en plus, sous les épicéas, on a des pluies plus acides que les pluies hors couvert, alors que sous les hêtres, on a une acidité qui est moins importante. Ça veut dire que le type de couvert et le type d'arbre va jouer sur les quantités d'acide qui arrivent, et donc sur les processus d'acidification, et donc sur les processus de carence. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que pour les décideurs, pour ceux qui gèrent les forêts, en fonction du type d'arbres qui vont être plantés, on va soit amplifier les processus d'acidification, soit les diminuer. Et ça, c'est des choses qui sont un peu connues parce qu'on sait que les résineux, et en particulier les épicéas, sont très acidifiants. Seulement, on a planté beaucoup d'épicéas parce que l'épicéa est un arbre qui n'est pas du tout naturel, d'ailleurs, voilà, comme vous dites, monsieur, parce que ça pousse vite. Voilà, exactement. Donc, le type d'arbre va influencer les problèmes de dépérissement. Et donc, on avait dit, vous vous rappelez que quand on brûle les énergies fossiles, on émet des oxydes de soufre, et donc ça se traduit par de l'acidité et des sulfates. Et donc, si on regarde les quantités de sulfates qui sont mesurées sous les épicéas, sous les hêtres ou sous les hêtres ou sous la pluie, on voit clairement vraiment une baisse significative. Et quand on s'amuse à quantifier la quantité de soufre qui est arrivée au sol sur les 80 hectares du bassin versant, eh bien en 86, on avait 2 tonnes de soufre quand même qui arrivaient au sol, et maintenant on est à moins de 200 kg. Donc on a baissé quand même par 10 la quantité de soufre qui arrive sur les sites. Donc ça veut dire quand même que quand on prend des décisions, il y a des conséquences sur le milieu naturel. Cependant, petite parenthèse, quand on regarde les évolutions, on voit que sur la période 2003-2009, il y a un petit rebond. Et en fait, ce petit rebond, on l'explique parce que quand on regarde les émissions de soufre au niveau mondial, mais aussi surtout en Asie du Sud-Est, en Chine et en Inde, on voit qu'on a aussi ces augmentations. Et l'augmentation des émissions d'oxyde de soufre au niveau mondial, en fait, elle est liée au développement économique de ces pays émergents. Donc là, on le voit bien dans une publication où on voit les émissions d'oxyde de soufre en Chine. Et donc, ça veut dire qu'à Aubure, on retrouve l'activité et la dynamique de l'activité économique, même à l'autre bout du monde. Et ça s'explique très bien parce qu'en fait, les polluants atmosphériques ont la capacité de voyager d'un continent à un autre. Et ce qu'on voit là à Aubure, on voit malheureusement aussi les polluants atmosphériques jusqu'en Antarctique. Alors là, pour le coup, vraiment très très loin des sources d'émissions.
Alors là, on a regardé ce qui arrivait, donc on va regarder ce qui sort. Alors, qu'est-ce qui sort du bassin versant? Eh bien, ce qui sort, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, vous avez l'enregistrement du pH, donc de l'acidité, dans les sources d'alimentation en eau potable ou dans le ruisseau à l'exutoire, et on voit que le pH a augmenté, donc que l'acidité a diminué. Et si on regarde les concentrations en sulfate, eh bien on voit vraiment un clair et net et important déclin des concentrations en sulfate dans les sources d'alimentation en eau potable et dans le ruisseau. Donc ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà qu'il y a un lien direct entre l'atmosphère et l'hydrosphère. Donc ce qui arrive par l'atmosphère, on le retrouve dans l'eau. Et ça veut dire que quand on est éloigné des sources de pollution, malheureusement, les écosystèmes, même loin, ils retrouvent ces contaminants. Et que quand il y a des décisions politiques claires qui sont mises en place, eh bien, il y a quand même des conséquences et une réduction des effets néfastes sur l'environnement. Voilà. Et là, je vous ai juste représenté ça parce qu'en travaillant avec une artiste, elle a essayé de réfléchir à la manière de représenter le cycle du soufre. Donc, je ne vais pas aller en détail, mais si vous avez des questions, on pourra y revenir. Donc, elle a représenté le cycle du soufre d'une autre manière sur le bassin versant en 86 et en 2019. Voilà, donc on a vu le lien avec les pluies acides qui était donc un peu la vocation première de l'observatoire. Donc on va voir maintenant, puisqu'on a des données climatiques, qu'est-ce qu'on a vu depuis 86 au niveau des données climatiques. Donc là, je vous ai mis une photo de la station météo qui nous fournit ces données à différentes périodes de l'année. Donc vous voyez, et là, même quand il y a cette quantité de neige, nous, on y va et on va travailler. Alors, comme vous le savez, malheureusement, au niveau mondial, on a une augmentation significative des températures mondiales depuis plus d'un siècle. Donc ça, c'est des choses qui sont maintenant vraiment reconnues par l'entièreté de la communauté scientifique. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu à Aubure? Alors, si on regarde la température observée, donc là, vous avez représenté les températures moyennes journalières. Donc on retrouve, alors ce qui est intéressant, vous voyez bien la cyclicité annuelle, donc l'hiver, l'été, les variations, mais en plus de ça, on voit, alors là je vous ai mis, oui, entouré, c'était l'année 2003 où il y a eu ce pic de canicule, et donc on a observé effectivement une augmentation de la température. Cette augmentation de la température, elle est à peu près de plus 1 degré en 35 ans. C'est un peu plus que la moyenne mondiale, mais c'est normal parce que dans les zones en altitude, il y a des zones comme ça, les zones de forte latitude, c'est-à-dire vers les pôles ou les endroits qui sont situés en haute altitude, ressentent de manière plus forte encore le changement climatique. Elles sont encore plus sensibles. Donc on a comme ça un enregistrement, donc des tendances sur les températures. On a aussi regardé les pluies, et ce n'est pas intuitif, mais on observe une augmentation statistique des pluies, et parallèlement à ça, une diminution du débit de la rivière. C'est-à-dire que notre système, il reçoit plus d'eau, mais il y en a moins qui sortent. Alors, on va voir comment on explique ça. Alors déjà, bon, ça, c'est les données globales. Donc, on a un petit peu regardé avec un étudiant au niveau saisonnier. Donc, pour les différentes saisons de l'année, est-ce qu'on voit des variations? Alors déjà, c'est très, très variable d'une saison à l'autre. Évidemment les valeurs absolues de température, mais aussi les tendances. Par exemple, au niveau des températures, on a observé des augmentations des températures en automne, au printemps, en été, et surtout la plus forte augmentation de température, c'est en automne. Et là aussi, ce n'est pas intuitif, mais en hiver, il n'y a pas d'augmentation de la température. Donc les hivers, statistiquement, à 1100 mètres d'altitude, ce qui n'est pas le cas de la plaine, mais statistiquement, les hivers ne sont pas plus chauds. L'été est plus chaud, le printemps, l'automne sont plus chauds, mais pas les hivers. Et puis si on regarde les pluies, c'est pareil, les pluies, on voit que, et là aussi c'est contre-intuitif, les pluies sont plus importantes, l'augmentation des pluies est la plus importante en été. Et si on regarde les débits baissent, mais ils baissent surtout en hiver. Donc vous voyez que notre ressenti du changement climatique n'est pas toujours facile à interpréter, ou en tout cas peut être différent de ce que les chiffres nous donnent. Mais évidemment, il y a des explications à ça. Donc, si on regarde les pluies, je vous ai dit, il pleut plus. Alors, certes, il pleut plus. Et qu'est-ce qui se passe? Il pleut plus, mais c'est surtout les pluies intenses qui ont augmenté, alors que les pluies plus faibles ont diminué. Donc, ça veut dire qu'il y a un changement du régime pluviométrique, une évolution du régime pluviométrique depuis 35 ans. Donc, il pleut plus, mais il ne pleut pas de la même manière. Et alors, on pourra revenir là-dessus si vous voulez. Et maintenant, alors, on a dit, il pleut plus, mais il y a moins d'eau qui sort.
Alors, comment ça se fait? Alors, en hydrologie, on fait ce qu'on appelle un bilan hydrologique. Et on dit, ben, en fait, ce qui sort, c'est ce qui est rentré moins ce qui est reparti dans l'atmosphère. Alors, ce qui est reparti dans l'atmosphère, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration, c'est-à-dire ce qui est évaporé directement depuis le sol ou qui est évaporé physiquement, mais c'est aussi ce qui est transpiré par les arbres, puisque les arbres transpirent via la sève et ils vont faire remonter de l'eau vers l'atmosphère. Donc, si ce qui sort, c'est la pluie moins l'évapotranspiration, ça signifie que l'évapotranspiration, c'est la différence entre la pluie, ce qui rentre et ce qui sort. Voilà. Et maintenant, si on regarde ce qui rentre et ce qui sort, ben on voit qu'effectivement, ça augmente. Donc, il y a plus qui rentre, moins qui sort. Donc, l'évapotranspiration, ça signifie que l'évapotranspiration a augmenté. Et cette augmentation de l'évapotranspiration, on l'explique par différents phénomènes. Un, une augmentation de la température. Mécaniquement, puisqu'il fait plus chaud, il va y avoir plus d'évaporation et d'évapotranspiration. Deux, l'augmentation du CO2 atmosphérique qui stimule la productivité de biomasse et donc l'évapotranspiration. Et puis trois, un autre phénomène, c'est que, comme vous le savez, les forêts sont en tout cas tempérées, parce que ce n'est pas le cas des forêts tropicales, mais les forêts tempérées alternent des périodes de dormance pendant l'hiver avec des périodes actives. Et en fait, avec le changement climatique, la période à laquelle la végétation devient active commence plus tôt et se finit plus tard. Donc la période qu'on appelle de dormance est de plus en plus courte. Et donc si elle est de plus en plus courte, ça veut dire que la végétation elle évapotranspire sur une durée de plus en plus longue. Donc elle évapotranspire sur des durées plus longues et de manière plus intense. Donc c'est bien une augmentation de l'évapotranspiration. Et donc tout à l'heure, on a vu le lien entre l'atmosphère et l'hydrosphère. Et bien là, ça montre le lien entre l'atmosphère, l'hydrosphère et la biosphère. Et évidemment, mais ça c'est des choses que vous savez, c'est que dans les écosystèmes naturels, dans l'environnement, ben, tout est lié et que quand on modifie quelque part un paramètre, ben, on va modifier toute la chaîne des processus. Et donc, il y a un lien, il y a une connexion entre le changement climatique qui entraîne des augmentations de température et des changements pluviométriques et l'activité biologique et le cycle hydrologique. Voilà. Et ça résonne avec une publication que vous avez peut-être vue qui est sortie le 25 avril 2022, donc ça c'est très très récent, et qui dit que ça y est, nous avons dépassé une 6e limite planétaire qui était la limite planétaire de l'eau. Alors, quand on étudie l'eau, on dit qu'il y a deux cycles. Il y a le cycle de l'eau bleue et le cycle de l'eau verte. Et le cycle de l'eau verte, c'est justement ce cycle qui étudie et qui quantifie les flux d'eau entre le sol et l'atmosphère et l'évapotranspiration. Et donc cette étude, ce qu'elle a souligné, c'est que l'activité humaine, elle a modifié ce cycle, et donc en le modifiant, ben, on épuise finalement l'eau douce qu'on va retrouver dans les écosystèmes, parce que l'eau douce, c'est une toute petite quantité de l'eau totale qui est à la surface de la Terre, c'est quelques pourcentages. Et ces quelques pourcentages, avec le changement climatique, on est en train de les épuiser, et donc on a dépassé cette limite. Et donc ça résonne avec ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, alors, donc c'est quand même un enjeu très très important de mieux comprendre le cycle de l'eau et le cycle hydrologique. Alors, bien sûr, on peut faire des bilans avec ce qui rentre et ce qui sort, mais il y a un moment où il faut aussi comprendre quels sont les processus qui se passent entre l'entrée et la sortie. Et donc, une des manières d'aborder cette question, c'est de modéliser. Donc, de modéliser ce qui se passe entre l'entrée et la sortie. Donc là, je ne vais pas vous détailler, mais il y a des tas de modèles qui existent. Donc nous, à Strasbourg, il y a plusieurs équipes qui travaillent sur différents types de modèles. Et donc là, je vous ai représenté un travail de thèse où donc vous voyez en noir les mesures du débit, donc ce qui est mesuré, et en jaune, ce qui est modélisé. Donc vous voyez qu'on arrive à modéliser, et en arrivant à modéliser, on va faire, dans les modèles, on va faire des tests, on va tester différentes hypothèses, différents paramètres, différents scénarios qui vont nous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Et puis avec les modèles, on peut aussi faire des projections sur le futur. Donc là, c'est pareil, c'est une collègue qui a travaillé avec des modèles couplés qui utilisent à la fois l'activité biologique et l'activité hydrologique, et elle fait des projections jusqu'en 2100, et elle montre par exemple qu'effectivement, elle observe une augmentation de la température, une augmentation de l'évapotranspiration et une diminution des débits, donc ce qui est cohérent avec ce qu'on a vu. Et ça a pour conséquence
de modifier le couvert végétal, c'est-à-dire que la forêt, au bout d'un moment, elle va changer, parce que comme c'est des forêts plantées, malheureusement, c'est l'humain qui coupe et qui replante. Mais disons que si la forêt, on la laissait évoluer naturellement, cette forêt, elle évoluerait vers des forêts depuis des forêts de résineux vers des forêts de feuillus ou même des prairies. Voilà, c'est ces écosystèmes qui se mettraient naturellement en place au bout d'un moment. Alors donc, on a dit, voilà, il y a ce qui rentre, il y a ce qui sort, et puis on essaie de comprendre ce qui se passe entre les deux. Alors, ce qui se passe entre les deux, finalement, c'est quand même pas une boîte noire. C'est-à-dire que l'eau, quand elle circule, elle passe à travers différents réservoirs, différentes couches qui ont des propriétés différentes. Donc, si vous voulez, ce qu'il y a en profondeur, on pourrait le diviser en différentes couches, de l'eau qui est dans le sol, de l'eau qui est en surface et de l'eau profonde. Et là aussi, on peut modéliser un petit peu ce qui se passe dans ces différents réservoirs. Alors, je ne vais pas aller en détail, mais voilà, par exemple, un modèle qui tient compte de ces différents réservoirs. Donc, toujours pareil, en noir, c'est les données, en vert, c'est le modèle. Et ce modèle, il ne sort pas seulement le débit, mais il va nous dire comment l'eau se répartit entre l'eau qui est dans les sols en surface et l'eau qui est un peu plus profond. Et ça, c'est très important de le savoir parce que, comme vous pouvez l'imaginer, l'eau qui est dans les réservoirs plus profonds, elle va avoir un temps de résidence dans ces réservoirs plus long, et c'est ce stock-là qui va permettre d'alimenter les sources en été. Si on n'avait que de l'eau en surface, si l'eau elle restait en surface, très vite elle s'écoulerait, et dès qu'il ne pleut plus, on n'aurait plus d'eau. Donc si on a, par exemple, nous, sur notre observatoire, même en 2003, quand il y a eu 2 mois sans pluie, il y a toujours eu de l'eau qui s'est écoulée dans les sources et dans le ruisseau, parce qu'il y a justement cet aquifère, ce réservoir profond. Donc c'est important de connaître comment l'eau elle se répartit dans ces différents réservoirs. Et pour connaître comment l'eau se répartit dans ces différents réservoirs, déjà, il faut les identifier. Et pour identifier ce qu'on appelle la structure du sous-sol, c'est-à-dire l'épaisseur du sol, les différentes épaisseurs, là, par exemple, je vous ai représenté une image schématique de ce qui se passe en dessous, en fait, sous nos pieds, ce n'est pas homogène. Sous nos pieds, il y a différentes couches avec différentes structures, et puisque c'est des structures différentes, plus ou moins fracturées, l'eau, elle ne circule pas de la même manière dans ces différentes structures. Et pour pouvoir modéliser comment l'eau, elle circule, il faut avoir les épaisseurs de ces différentes structures, mais il faut avoir aussi leurs propriétés hydrodynamiques, leur porosité, leur connexion, la connexion entre les différentes fractures, etc. Et donc, pour avoir une idée de ce qui se passe en dessous, parce qu'on ne le voit pas depuis la surface, il y a principalement 2 moyens. On va faire des forages, et en faisant des forages, effectivement, on va pouvoir avoir une idée de ce qui se passe. Ou alors, on va essayer d'explorer ce qui se passe de manière indirecte, parce que un forage, c'est quand même destructif, et puis c'est très cher. Et on va développer différents outils qui nous permettent d'explorer ce qui se passe en profondeur. Donc là, je vais vite le voir. Si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas, mais là, on va le voir rapidement. Donc voilà, par exemple, des forages que nous avons réalisés sur le bassin versant. Certains vont jusqu'à 120 mètres de profondeur, et on remonte ce qu'on appelle des carottes, c'est-à-dire la structure. Et avec ce matériel, on va pouvoir les mesurer, ces paramètres. On va pouvoir regarder la porosité, la perméabilité, l'orientation des fractures, etc., pour permettre de modéliser. Voilà. Mais, donc ça, c'est des mesures qui nous permettent d'avoir... C'est un processus qui nous permet d'avoir des mesures ponctuelles très précises, des vraies mesures, mais évidemment, on peut en faire que ponctuellement. On ne peut pas balayer tout le site, on ne peut pas faire 100 trous sur 80 hectares. Donc, c'est des mesures directes, mais elles sont ponctuelles. Et donc, on couple ça avec de l'observation géophysique, où là, si vous voulez, on va étudier les propriétés de différents types d'ondes, les propriétés de transmission des ondes dans les différents, ou d'autres propriétés, des ondes électriques, des ondes magnétiques, des ondes acoustiques, ou voilà, tout type d'ondes qui vont se propager dans le sous-sol. Et on va regarder comment, en mettant une source, on va mettre une source, on va transmettre, on va générer une onde, on va regarder comment l'onde, elle se transforme et elle se transfère dans la structure, et avec des traitements mathématiques un peu complexes, on va réussir à reconstruire le sous-sol. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Donc sur le bassin versant du Strengbar, il y a plein de collègues qui sont venus de plein d'endroits différents, avec différents outils. On va faire de la résonance magnétique du proton, on va faire de la gravimétrie, on va faire de la sismique, on va faire des profils électriques, des profils géoradars, etc. Donc là, vous avez une carte un peu de tout ce qu'on a fait.
Et je vous ai mis juste quelques exemples. Donc ici, par exemple, on reconstruit des profils. Donc là, les profils, c'est les lignes que vous voyez de couleur. Et on peut avoir les propriétés de résistivité des différentes couches. Donc là, par exemple, de 1 mètre à 24 mètres, on a les propriétés de résistivité du matériel. Et puis là, c'est une reconstruction à partir de sismique réfraction de la structure profonde également du sous-sol. Et grâce à ça, on va pouvoir reconstruire la structure et associer aux différentes couches des paramètres pour la modélisation. Voilà. Donc là, je vous ai beaucoup parlé de l'eau, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je vais vous parler des forêts également, parce que ça, c'est la deuxième grande question et le deuxième grand volet de nos études. Alors, pourquoi on s'intéresse à la forêt? Alors, la forêt, elle représente 1/3 de la surface mondiale, donc ce n'est pas rien. Et en termes de carbone, puisqu'on parle beaucoup du climat, la forêt stocke énormément. Et en particulier, les forêts tempérées, elles stockent dans la biomasse, mais elles stockent 3 fois plus ou 4 fois plus dans les sols. Donc, la connaissance des propriétés des sols est extrêmement importante. Et enfin, la majorité de la biodiversité terrestre, on la retrouve dans les forêts. Alors là, je vous ai mis quelques photos. Donc ça, vous voyez les photos d'Aubure, et vous voyez qu'on a des forêts qui sont en très mauvais état parce que malheureusement, elles ont subi des problèmes de sécheresse. Et je vous ai mis cette photo-là pour vous montrer que, évidemment, sur ces questions, on travaille avec nos collègues de l'ONF. Et là, c'est une photo du bassin où vous voyez tous les arbres et chaque arbre, donc ça c'est avec du lidar aéroporté, chaque arbre a une couleur différente. Et quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a un problème de stress hydrique. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a quand même des surfaces entières où il y a des problèmes de sécheresse. Voilà. Et donc cette forêt, elle doit faire face à de nombreux enjeux. Alors, il y a une demande croissante en bois, mais vraiment très importante. À l'heure actuelle, on est à 4 milliards de mètres cubes de bois qui sont récoltés. Une stère, c'est 1 mètre cube. Et si on continue comme ça, on aura besoin en 2030, c'est-à-dire demain, de 7 milliards. Quand je dis si on continue comme ça, c'est par exemple considérer qu'on peut fabriquer de l'énergie électrique avec du bois. C'est aussi ça la question. Et puis, la forêt, elle est évidemment impactée par le changement climatique, les problèmes de sécheresse, de canicule, de stress hydrique. Avec ce changement climatique s'accompagnent des développements de parasites ou des parasites qui ont voyagé et qui viennent d'ailleurs et qui viennent parasiter les forêts. D'autant plus que, là je l'ai mis là, mais la baisse de la biodiversité entraîne une baisse de la résistance et notamment aux parasites. C'est-à-dire que quand vous avez des forêts monocultures, elles se défendent beaucoup moins bien contre les attaques de parasites que si vous avez de la diversité. Il y a des tempêtes, malheureusement, qui deviennent plus intenses et plus fréquentes. Il y a les problèmes de fertilité des sols et d'acidification ou de surexploitation qui entraînent une baisse de fertilité des sols. Il y a l'exploitation intensive, parfois illégale. L'exploitation illégale du bois prend une ampleur démesurée à la surface du globe. Et cette exploitation, elle est extrêmement mécanisée et elle entraîne, et avec des engins qui sont destructifs à la fois pour les sols et pour la biodiversité. Et puis, il y a tous ces problèmes de déforestation. Donc ça, je ne vous apprends rien. Vous lisez l'actualité. Malheureusement, on veut transformer des espaces de forêt en zones agricoles. Et donc, ça entraîne plein de problèmes par rapport à ces espaces. Et enfin, il y a toute une réflexion à avoir sur la forêt et sur le partage des usages, parce que cette forêt, ce sont des endroits de quiétude, ce sont des endroits de divertissement, de loisirs, mais c'est aussi des endroits où cohabitent les forestiers, les chasseurs, et puis le citoyen lambda qui a aussi envie d'avoir une certaine forêt dans laquelle il peut se promener. Voilà. Alors là, je vous ai mis, par exemple, la production mondiale de granulés. Donc, on propose aussi que le bois comme alternative au chauffage, et vous voyez que ça entraîne aussi, malheureusement, un déséquilibre. Voilà. Donc, le grand risque de tout ça, c'est de considérer que la forêt, c'est une source inépuisable. Parce qu'on dit, c'est naturel, on n'a qu'à prendre des arbres, et puis après, on les replante, et puis ça repoussera. Sauf que non, les arbres, c'est comme le maïs. C'est à force de le planter et de l'enlever, on va épuiser les sols. Et puis, en plus, un maïs, ça met une année à pousser. Les arbres, ça met quand même quelques décennies. Donc, ce n'est pas aussi simple. Voilà, donc là j'ai mis quelques coupures de presse sur la forêt locale. Donc la forêt des Vosges, les grands enjeux, c'est les problèmes de scolytes, de parasites, et puis c'est les sécheresses et les canicules. Donc là vous voyez des forêts où normalement tout ça c'était vert. Donc, et ça devient, et en une année, donc là j'ai l'impression qu'on arrive de nouveau sur une année sèche et ça va, voilà, il y a plein d'endroits où c'est très très critique.
Voilà, donc on parlait des scolites, hein. Donc là il y a pas mal d'articles sur les scolites. Donc les scolites c'est quoi? C'est un petit parasite macrophage, donc il se nourrit du bois, en particulier il se nourrit de la sève élaborée qui se situe entre le bois et l'écorce. Donc vous voyez par exemple ici les galeries qui sont pondues par cet insecte. Donc c'est un insecte volant, mais il va pondre en dessous de l'écorce, et les larves, quand elles se développent et ensuite elles vont creuser des galeries et se nourrir de cette sève élaborée. Et la conséquence de ça, c'est qu'une fois qu'elle a mangé les canaux de sève, l'arbre meurt, hein, c'est comme si on vous enlevait vos vaisseaux sanguins, l'arbre meurt, les écorces tombent et c'est terminé. Et sur le site sur lequel on travaille, où justement on avait des suivis, eh bien, il y a eu une attaque de scolytes en 2013. Ça nous a permis du coup de suivre ce qui se passe quand il y a une attaque de scolyte. Donc ça c'était avant et là c'est après. Vous voyez qu'il n'y a plus rien. Et nous, juste là où vous voyez, là où j'ai mon pointeur, en fait, on a ce qu'on appelle un système pour récolter les solutions de sol, c'est-à-dire qu'on a des plaques qui récupèrent l'eau qui circule dans le sol à 5, 10, 30 et 60 cm de profondeur. Et comme ça fonctionnait depuis plusieurs décennies, on a décidé de continuer à suivre et de regarder ce qui se passe suite à cette mort des arbres et à cette attaque de scolytes. Donc, je vous passe les détails. Donc, vous voyez que le premier pointillé, ça correspond au moment de l'attaque des scolytes. Et vous voyez qu'immédiatement, il y a une réponse. Donc ça, c'est quand même juste dingue, que le milieu naturel, il réagit immédiatement. Voilà. Donc, nous, on a regardé plein de paramètres et on a vu qu'en fait, c'est surtout une modification du cycle des nitrates, une intensification de la nitrification qui entraîne une acidification du système. Et cette acidification du système, comme c'est beaucoup plus acide, je vous disais, le sol va perdre plein de nutriments. Il va perdre du calcium, il va perdre du magnésium, voilà, il va perdre des nutriments, et donc ça va encore plus accélérer les problèmes de fertilité. Et ça, on l'a vu aussi avec des outils comme les isotopes du strontium qui nous permettent de voir qu'effectivement, on sort des nutriments d'une certaine réserve nutritive des sols. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système comme ça, il réagit très vite, il est sensible, il est très très rapide à des perturbations, avec une modification en profondeur de ce qu'on appelle nous les cycles biogéochimiques. Donc là, je vous parlais des nutriments, hein, calcium, magnésium. Donc ça veut dire que le sol, il va encore plus s'appauvrir dans ces nutriments. Et on voit qu'on a un impact sur 5 ans. Et ce qui est amusant, c'est que quand il y a des coupes rases, il y a aussi un impact de 5 ans. Évidemment, au bout des 5 ans, il n'y a pas des arbres qui ont repoussé. Pourquoi le système il est capable? Parce qu'un système naturel, ça c'est un grand principe, il va mettre en place tout ce qu'il peut pour contrer cette perturbation. Donc là, vous voyez, il y a une baisse du pH. Donc tout de suite, le système il va mettre en place un système pour refaire remonter le pH. Et en fait, ce qui se passe, je vous disais, tout ça, c'est lié au cycle de l'azote. Le cycle de l'azote est beaucoup lié aux bactéries. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 5 ans, les communautés bactériennes ont changé et de nouvelles communautés bactériennes ont adapté leur fonctionnement pour pouvoir réguler et se retrouver avec un pH un peu plus viable. Voilà. Et donc là, j'ai juste mis quelques articles sur les scolytes. Alors, les attaques de parasites au niveau mondial, c'est un gros enjeu parce qu'il y a tellement d'attaques de parasites au niveau mondial qu'on pense qu'il va y avoir un effet sur le bilan carbone mondial. Parce que comme des forêts entières se font ravager, ces arbres meurent, et donc c'est des arbres qui ne stockent plus du carbone, mais au contraire qui vont relarguer du carbone en mourant, voilà, en étant dégradés. Voilà. Et puis donc sur ces questions de la forêt, on a développé un certain nombre de projets en fait sur ces questions-là. Donc voilà, je vais aller très vite maintenant. Donc on a mis en place des équipements, par exemple pour regarder ce qui sort de la canopée, on a mis en place des capteurs qui se situent sur des tours à flux, ce qu'on appelle des tours à flux au-dessus de la canopée pour faire ces mesures. Donc on a mis en place des tas d'outils, de prélèvements pour travailler sur ces questions-là. Bon, là, je vais passer. Voilà. Là, par exemple, c'est des systèmes où on va regarder la quantité d'eau, ce qu'on appelle les flux de sève, c'est-à-dire la quantité d'eau liée à l'évapotranspiration. Et ça, on va le regarder toute l'année et on va voir comment les arbres réagissent face au stress hydrique. Voilà. Donc, en fait... Voilà, donc en fait, comment ça marche? On met des petits capteurs, il y a la sève qui monte, et puis la toute petite différence de température entre les deux capteurs, elle est liée à la quantité d'eau
de sève qui monte dans l'arbre. Donc ça nous permet comme ça de suivre. Donc ça, c'est les premiers résultats. Voilà, donc on voit juste les variations de température dans l'air et dans le sol. Et puis on voit bien que le cycle de la sève est complètement lié et à la température et au cycle jour-nuit. Voilà, donc là on est en train d'installer aussi toute une nouvelle station. Donc là c'est des photos qui datent de mi-avril de cette année. Voilà, où vous voyez qu'on a mis en place plein de choses. Et maintenant on parlait de l'impact des travaux forestiers. Donc comme je vous le disais, la forêt, l'exploitation de la forêt, elle est de plus en plus mécanisée. Elle passe par des engins qui sont hallucinants. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu ce genre d'engin, mais c'est des tanks, hein, c'est énorme. Voilà. Et donc vous imaginez bien quand ça passe quelque part, ben, c'est pas sans dégâts, quoi, hein, ça tasse le sol, ça abîme beaucoup le sol. Et donc nous, en 2014, on a eu des travaux forestiers qui ont eu lieu. Donc des parcelles entières qui ont été déboisées mécaniquement en fait, et vous voyez que les arbres ont été mis sur le lit du ruisseau, le sol a été complètement, ça normalement c'était couvert d'herbe, hein, donc vous voyez que ça a été complètement mis à nu. Et donc on a une collègue qui a suivi ça, voilà, et donc elle a suivi ça notamment avec le transport de matière dans l'eau du ruisseau. Donc là, c'est les travaux forestiers, et vous voyez que la courbe en rouge, ça représente les concentrations de ce qu'on appelle les matières en suspension, donc c'est les petites particules qu'il y a dans l'eau. Et vous voyez qu'au moment des travaux forestiers, il y a des concentrations monstrueuses qui sont exportées de l'eau. Et ça, c'est important parce que déjà, pour le traitement de l'eau, c'est gênant parce que les traitements se font par UV. Donc si l'eau est colorée, ça va impacter les capacités de traitement. Et puis toutes ces particules, c'est de la matière organique, donc ça transporte aussi énormément de contaminants. Et cette collègue, elle a aussi regardé et elle a vu que pendant 2 ans, il y avait des impacts sur les quantités et de sédiments et de ces matières en suspension qui étaient exportées. Voilà. Alors donc, je finis, j'espère que je ne vais pas trop dépasser. Donc pour en finir avec cette forêt, c'est vrai que exploiter de manière, voire irresponsable, les forêts, ça a des conséquences. Alors ça a des conséquences aussi sociales, mais je vais vous raconter une petite anecdote. Quand il y a eu ces travaux-là, c'était un jeune qui travaillait, donc on est allé discuter avec lui. En fait, ce jeune, il a choisi d'être forestier parce qu'il aime la forêt. Et puis, quand il s'est installé, il est allé voir la chambre d'agriculture qui lui a dit « Ah, mais vous êtes jeune, il faut vous lancer, il faut acheter des grosses machines, c'est pas grave, vous vous endettez, mais vous allez voir, avec ça, vous allez être beaucoup plus rentable. » Et en fait, ce jeune, donc, il se retrouve avec des dettes pas possibles. Donc, il est obligé de bosser le week-end pour pouvoir rentabiliser et pour pouvoir rembourser ses prêts. Et en plus, son métier, il le fait. Mais en fait, ça ne lui plaît pas, il est malheureux, parce qu'en fait, lui, il a choisi ce métier. C'est quelqu'un qui choisit de travailler dans la forêt, c'est parce qu'il aime la forêt, hein. C'est pas pour faire de l'argent. Donc certes, il a besoin de faire de l'argent, mais maintenant, il est très malheureux. Donc les conséquences sociales, c'est aussi ça, c'est la perte de sens. Et je ne sais pas si vous avez entendu les problèmes de suicide aussi à l'ONF, où on peut perdre le sens du travail qu'on fait, et ça, c'est vraiment des conséquences aussi sociales de cette manière de voir l'environnement comme une source, comme une ressource. Voilà. Et donc l'impact, l'exploitation de la forêt, c'est aussi une réduction de la biodiversité, de l'érosion, de la perte de fertilité, des émissions de carbone, la pollution de l'eau aussi, parce que vous voyez bien qu'à la suite aux travaux, l'eau est complètement polluée. Et ça va jusqu'à l'élimination des forêts, puisque vous savez que la forêt amazonienne est en train de réduire comme peau de chagrin, la forêt indonésienne, on n'en parle même pas, etc. Et donc, je me suis dit, finalement, il faut revenir à la base, et dans la mythologie nordique, la forêt, en fait, elle est au centre de tout. Il y a 9 mondes, et le monde de la forêt, il est au centre de tout le cosmos dans cette mythologie. Et je me dis, c'est pas pour rien non plus. Et si cette question de la forêt vous intéresse, je vous ai mis 2 références. Il y a La vie secrète des arbres, que vous connaissez peut-être, qui est un livre très intéressant, et il y a un roman qui est fabuleux, qui s'appelle L'Arbre-monde de Richard Powers, que je vous encourage vraiment à lire. C'est un très beau livre, très très intéressant sur le rapport que nous avons à la forêt et à l'arbre. Voilà. Et donc, les questions qu'on doit se poser, c'est quelle place on veut pour les forêts dans nos sociétés. Est-ce que la forêt, on la considère comme un objet, comme un bien de consommation? Est-ce qu'on peut les exploiter comme on exploiterait je sais pas, un bac à sable? Ou est-ce qu'on veut garder des espaces naturels, des espaces sauvages? Et ça veut dire quoi, un espace sauvage? Et est-ce qu'on veut réensauvager des territoires? Comment on s'y prend?
Et j'ai terminé par dire planter des arbres ne suffit pas, parce que planter des arbres vraiment ne suffit pas. Si on plante des forêts monoculture d'épicéas, ça ne donnera rien. Donc planter des arbres, ce n'est pas la solution, il faut imaginer autre chose. Et avant de se quitter, on a parlé des cycles hydrologiques, et je vous ai mis en fait cette représentation, donc c'est la manière dont Platon imaginait l'eau. Donc Platon, lui, il pensait que toutes les eaux, elles communiquaient entre elles, avec des canaux souterrains, et toutes ont leur principe et leur source dans ce qu'on appelle le Tartare. Donc le Tartare, il imaginait une masse d'eau placée au centre de la Terre, dans de laquelle tous les écoulements passeraient. Voilà. Et c'est cette eau primordiale et initiale qui est la cause des écoulements de chaque courant, et en raison de sa perpétuelle agitation, car elle n'a pas de base, mais elle oscille toujours autour du centre. Son mouvement de montée et de descente est ce qui remplit les cours d'eau. Alors, c'est très joli. Évidemment, depuis, on a d'autres connaissances et on comprend beaucoup mieux. Et finalement, on a plus de connaissances, ok. Et encore, parce que finalement, à l'époque de Platon, il y avait beaucoup de choses qu'ils avaient compris, notamment le rapport à la nature. Donc finalement, toutes ces connaissances qu'on a acquises depuis l'ère antique, qu'est-ce qu'on en fait? À quoi elles servent et à qui elles servent? Est-ce que toutes ces connaissances, elles nous servent à apprécier le milieu dans lequel on est, à le protéger, ou au contraire, à mieux l'exploiter? Voilà. Donc la vraie question, c'est dans quel monde on veut vivre, hein? Quel est le sens de nos existences, où on va? Voilà, donc inventer un nouvel modèle de société, un autre rapport au monde, à nous-mêmes, avec la nature, je ne sais pas. Ne pas oublier de lire, d'écouter, de partager, de penser, de sentir, de respirer, plutôt que consommer et produire, c'est peut-être ça la clé. Réenchanter le monde, vaste question, mais peut-être aussi une piste. Et ces questions-là, bah, elles sont très actuelles, mais plusieurs penseurs y avaient déjà réfléchi, et j'ai mis un extrait du Printemps silencieux, qui est un livre de Rachel Carson, qui était une biologiste dans les années 60, qui est considérée un peu comme la mère un peu de l'écologie, qui a beaucoup travaillé sur les océans. Et elle écrit « Vouloir contrôler la nature est une arrogante prétention née d'une biologie et d'une philosophie, où l'on pouvait croire la nature destinée à satisfaire le bon plaisir de l'homme. Le malheur est qu'une si primitive pensée dispose actuellement des moyens d'action les plus puissants. » Et on est toujours là-dedans. Voilà. Donc la question de comment habiter cette terre, où on marche, est-ce qu'on est sur la terre ou dans la terre? Voilà. Donc ça, c'est beaucoup de questions. Alors c'est un peu lourd. Donc je vous ai mis cette photo parce qu'en fait, ces dernières semaines, ça m'oppressait un peu, toutes ces questions. Et en fait, ce qui me tenait, c'était qu'il y avait du lilas et que ça sentait bon et que c'était joli. Voilà. Donc, parfois, c'est ça qui nous aide à tenir. Voilà. Merci. Merci Marie-Claire Pierret. Maintenant, la parole à la salle, si vous avez des interventions ou des questions. Oui, madame. Merci beaucoup, madame, pour votre brillante exposé. Je voulais savoir s'il y avait en France d'autres observatoires comme le vôtre et où se trouvent-ils? Oui, il y en a énormément. Il y en a une bonne quarantaine qui sont répartis alors, à la fois sur le territoire métropolitain et sur les dom-toms, et aussi avec l'IRD, qui est l'Institut de recherche et développement. Il y a des observatoires dans les zones, par exemple en France, on a très peu de climat froid ou de climat tropical. Donc il y a des zones, via cet organisme, qui sont situées en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Et oui, on balaye à peu près tous les climats et toutes les géologies et tous les degrés d'anthropisation. Oui, il y en a d'autres. Ouais. Question 2. Ouais. Oui, parce qu'elle fait partie de la même question. Est-ce que vous travaillez avec ces différentes entités? Oui, tout à fait, oui. Oui, alors il y a une infrastructure qui s'appelle l'infrastructure OSCAR, qui est une infrastructure de recherche des observatoires de la zone critique, et on travaille effectivement tous ensemble. Alors, pas tous ensemble tout le temps, mais en tout cas, on se réunit régulièrement. Donc là, on a une réunion, il y a eu tous les ans, on a on va dire une réunion bilan. On monte des projets collaboratifs les uns avec les autres. Et là, par exemple, on est en train de monter un projet sur la réactivité du carbone dans les écosystèmes forestiers. Et on travaille avec des observatoires en climat méditerranéen dans les Cévennes. Il y a
Il y a donc bien sûr, il y a le Strengbar et puis il y a des observatoires et des sites en climat plus froid boréal. Oui, c'est très important. Et c'est une très bonne question. C'est très, très important, oui, de travailler ensemble. D'autres interventions? Oui, monsieur, j'arrive. Merci pour toutes ces informations très riches et très précises. Vos projections à 30 ans, j'imagine qu'elles sont faites avec une couverture végétale qui est celle d'aujourd'hui. Ce matin, j'ai entendu sur France Info que les pompiers de Dijon étaient en train de s'équiper en matériel d'extinction d'incendie parce qu'ils prévoient dans les années à venir des incendies dans la Bourgogne de l'ampleur de ceux en Méditerranée en ce moment. Est-ce que nous, à 1000 mètres d'altitude dans les Vosges, on est encore loin de ce type de catastrophe? Eh ben non. Ouais, ça c'est une très bonne question. Eh ben non, les feux de forêt, c'est la grosse question. D'ailleurs, je pense que l'ONF va faire beaucoup de prévention sur les feux. Parce que là, en plus, on est dans une année déjà sèche. Et si vous voulez, la litière, c'est la couche qui est au niveau du sol, est très sèche. Et effectivement, s'il commence à y avoir des feux, ça va se répandre. Et je ne sais pas si vous avez vu des photos, mais quand on voit le gris, en fait, tous ces arbres qui sont gris, ils sont secs. Et ça peut flamber. Donc, si, les feux de forêt, c'est un gros enjeu, et aussi dans les Vosges. Et malheureusement, aussi à 1000 mètres d'altitude. Ouais, vous avez tout à fait raison. Question suivante. Oui, merci pour ce très bel exposé. J'avais une question en lien avec ce que vous disiez au départ sur l'exemple que la Suède avait fourni en 1972 lorsqu'elle s'est retournée contre la Grande-Bretagne. À cette époque, je suppose que le lien de cause à effet avait été assez clairement établi. Et maintenant, si nous nous projetons sur ce qui va venir, à savoir le mécanisme de réparation en discussion au travers des diverses COP, la dernière COP a évoqué ce mécanisme des réparations. Selon vous, est-ce que ce réseau d'observatoires va servir de benchmark pour établir ce mécanisme de réparation à l'échelle globale, en ce qui concerne justement l'impact industriel de certains pays sur la capacité des autres pays à se nourrir et aussi à préserver leur biodiversité? Ouais, ça c'est la grande question, c'est la question du droit de l'environnement. Et effectivement, alors il y a toute la question du statut juridique aussi des biens communs. Donc il y a plein de notions là derrière. Il y a la notion de biens communs qui appartiennent à tout le monde et qu'il faut protéger pour tout le monde. Il y a la question des statuts juridiques du milieu naturel. Donc il y a par exemple le Parlement de la Loire qui réfléchit à un statut juridique pour le fleuve Loire. Et si le fleuve a un statut juridique, alors il peut faire des procès, par exemple, en cas de pollution. Voilà, parce qu'en fait, c'est ça. Est-ce que les forêts ont un statut juridique? Est-ce qu'elles ont le droit de se défendre? Est-ce qu'elles ont le droit d'être protégées? Donc, mais ça, c'est les grandes questions. Et effectivement, les négociateurs des COP, ils réfléchissent à ces questions et c'est les grands enjeux. Donc, et les scientifiques doivent travailler avec les sciences politiques, les sciences philosophiques sur ces questions-là. Ce que l'on peut retrouver sur la conférence de la semaine dernière qui est bientôt en ligne, qui est déjà en ligne. Voilà. D'autres questions ou interventions? Plus personne? Oui. Merci. Au-delà du bilan que vous nous faites, qui est assez effrayant, finalement, est-ce que vous avez travaillé sur des solutions par rapport aux parasites, par exemple, ou testé des choses En fait, alors, le problème des parasites, c'est que comme c'est des forêts monocultures, une fois que le parasite arrive à s'installer, il va se répandre à une vitesse folle, d'autant plus que ces arbres sont déjà fragilisés par des problèmes de carence nutritive, par le stress hydrique, par plein de problèmes. Donc l'idée qu'il y a derrière, c'est plutôt de se dire, les forêts diverses, elles ont la capacité de se défendre contre les parasites parce que entre les espèces, il y a des espèces qui vont envoyer des signaux, qui vont sécréter des phéromones, etc. Et bon, ils vont réussir à se défendre. Donc les solutions sont très compliquées. Par rapport aux scolites, il y a l'ONF, par exemple, a plusieurs politiques. Soit couper les arbres dès qu'ils sont infectés et les enlever. Ou alors mettre des espèces de pièges à phéromones. Mais le problème du piège à phéromones, c'est que comme c'est un piège qui attire,
c'est pas très bon non plus parce que c'est risqué. Donc en prévention, il n'y a pas grand chose à faire, à part réfléchir vraiment en amont et se dire, bon, ça, faut plus que ça arrive. Parce que, par exemple, les scolites, ils ravagent surtout les épicéas. Donc certaines espèces. Mais c'est sûr que la monoculture, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Ça assèche les sols, ça acidifie les sols. C'est un gros problème. Notre intervention, monsieur. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites ou est-ce que, j'ai peut-être pas tout entendu, est-ce qu'on a fait des recherches sur les micro-organismes qui sont dans les sols et leur capacité de piéger l'eau et de la restituer ensuite? Ouais, alors tout ça, c'est... oui, bien sûr. Alors, les micro-organismes, en fait, ils ont plein de rôles très intéressants. Ils jouent sur le cycle des éléments, notamment des nitrates. Ils peuvent être en symbiose avec les arbres. Vous avez peut-être entendu parler des champignons, les mycorhizes qui sont en symbiose avec les racines. Donc en fait, les mycorhizes vont aider les racines. Les champignons qui sont sous terre au niveau des racines vont récupérer les nutriments qu'il y a dans les sols plus facilement que les racines et vont les donner aux racines. Et en échange, les arbres qui ont un espace aérien vont récupérer les sucres en les synthétisant à partir du CO2 de l'atmosphère et vont les donner aux mycorhizes. Et on se rend compte qu'en fait, quand on a des arbres mycorhizés, ils se développent beaucoup mieux que des plants non mycorhizés. Donc effectivement, la préservation des micro-organismes, elle est très importante. Par rapport à l'eau, ce qui va aussi beaucoup jouer plutôt que les micro-organismes, c'est si dans le sol, il y a des argiles, de la matière organique, il y a de l'humus, ça va permettre de conserver effectivement l'eau par rapport à un sol qui n'en a pas. Et justement, quand vous voyez les engins qui passent, quand ça passe, voilà, ça va complètement mettre à nu les sols. Et puis après, dès qu'il va pleuvoir, tout va partir. Et là, on va perdre l'humus, on va perdre les particules fines. Et c'est ça qui garde aussi l'humidité, parce qu'il y a des capacités. Les argiles sont des espèces gonflantes qui vont s'hydrater et garder de l'eau. Et tout ce qui est humus, matière organique, s'hydrate aussi beaucoup et garde beaucoup d'eau. Donc, tout ce que vous dites, c'est sûr, hein, c'est que c'est la diversité, le fait de pouvoir conserver le milieu naturel avec des micro-organismes, de la matière organique, etc., qui va protéger le milieu. Ouais, complètement. Dernière question. Encore des questions? Non. Je voulais juste vous demander, Marie-Claire Pierret, pour vous, quel serait votre plus grand vœu d'avenir pour le site d'Aubure? Ah, pour le site? Je croyais pour le monde, moi. Ah ben, que ça continue, qu'il y ait de la relève, qu'il y ait des jeunes collègues, et pour l'instant c'est le cas, donc c'est super, qui aient envie et qui aient à cœur de continuer à travailler sur ce site, et puis qu'on puisse accueillir vraiment le maximum de pluridisciplinarité. Parce que comme vous le voyez, c'est des enjeux qui sont multiples. Donc il faut qu'on puisse accueillir et qu'on puisse travailler et interagir et collaborer avec toutes les disciplines, incluant les sciences humaines, la sociologie, les arts. Voilà, c'est ça la vision. Voilà. Et peut-être pour répondre à une question secrète du public, est-ce qu'on peut avoir accès au site? Est-ce que le site est visitable? Parce que je pense qu'il y en a plusieurs dans la salle qui... Ou alors il faut passer par le Jardin des Sciences quand nous faisons des activités. En tout cas, nous on fait des visites pour le public régulièrement, lors d'événements. On fait des conférences à Aubure. Faut essayer de... Ouais, c'est vrai que par contre, ce qui est compliqué, c'est d'avoir l'info. Mais on a des collaborations avec le Jardin des Sciences. Donc je pense qu'on va organiser des événements. Oui, il y en aura dans les prochains temps, c'est sûr. Ouais. Ouais. Le rendez-vous est pris. Ouais, le rendez-vous est pris. On travaille parfois avec des clubs de rando aussi. Donc, on est ouvert. Après, on est une petite équipe et on n'a pas beaucoup. On est très sollicité, mais c'est des choses qu'on aime beaucoup faire. Donc, effectivement, ouais. Voilà, merci encore Marie-Claire Pierret. Merci.
On vous retrouve la semaine prochaine pour une conférence sur les coopératives citoyennes, comment relocaliser l'énergie. C'est encore une bien belle question avec le chercheur Monsieur Hammam. Voilà, merci de votre attention, bonne semaine et à bientôt. Merci. N'oubliez pas, il y a la nuit des musées, si ça vous enchante de vous balader parmi les sites du Jardin des Sciences et du campus universitaire. Vous trouverez tout le programme sur notre site. Voilà, bonne soirée.